L'adolescence, c'est cette période de la vie où on n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. On a acquis de l'autonomie, mais on a encore besoin d'être guidé. On a besoin de plus de liberté, mais les adultes doivent aussi nous mettre des limites. On veut faire nos expériences par nous-mêmes, mais on a encore besoin d'être protégé. Et tout ça se passe dans une période de crise. Qui pense adolescence pense rébellion, conduite à risque, comportement imprévisible et inexpliqué, mais aussi mal-être et dépression. Ça, c'est la représentation courante qu'on se fait de l'adolescence. Mais le docteur Robert Epstein n'est pas d'accord. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler, vous vous en doutez, de l'adolescence à travers une série de vidéos, il y en aura donc plusieurs, et je vais ici essentiellement me baser sur les travaux de Robert Epstein, un docteur en psychologie et chercheur américain. Il a écrit une quinzaine de livres et plusieurs centaines d'articles et études sur divers sujets, tels que l'organisation des mariages dans différentes cultures, les orientations sexuelles ou la maturité psychologique. Il a fondé plusieurs instituts de recherche et il a été rédacteur en chef pour une revue sur la psychologie comportementale. J'ai dit qu'Epstein n'était pas d'accord avec la vision populaire de l'adolescence, mais il ne se contente évidemment pas de ne pas être d'accord puisqu'il a écrit le livre Teen 2.0 dans lequel il étaye largement sa pensée. Comprendre l'adolescence, c'est donc le titre d'une série de vidéos que je vous propose et à travers laquelle je vais vous présenter en détail ce livre qui nous propose, vous le verrez, un regard différent sur l'adolescence. Vous trouverez naturellement des liens dans la description de la vidéo. Et maintenant, c'est parti! C'est en 1904 qu'un certain Stanley Granville Hall, un psychologue et philosophe américain, a défini pour la première fois le concept d'adolescence et a réalisé une vaste étude sur le sujet. Hall considère les tourments vécus à l'âge de l'adolescence comme une conséquence inévitable du développement naturel de l'humain. Une période transitoire qu'il définit en deux mots, storm and stress, littéralement une période de tempête et de stress. Il parle d'un âge de conflit avec les parents, de manque de contrôle sur soi, de changement d'humeur soudain, d'hypersensibilité, de comportement à risque et bien sûr de souffrance personnelle. Tout cela étant dû aux changements biologiques liés à l'entrée dans la phase de puberté. Aujourd'hui, il serait difficile d'aller contredire ce monsieur. Le tableau psychologique et comportemental qu'il nous dresse résonne étrangement bien avec l'adolescence telle qu'on la connaît, et qui n'est toujours pas réputée être la période la plus facile de la vie. D'ailleurs, on parle le plus souvent d'une période de crise. Pourquoi est-ce qu'on parle de crise à l'adolescence? Bien d'abord parce qu'il s'agit d'une perturbation. Parce que votre enfant traverse une période qui est compliquée de changement et de perturbation hormonale. C'est aussi une période qui va être marquée par beaucoup de changements. On pourrait même dire des bouleversements qui pour l'adolescent vont vraiment être remuants, parfois créer de la tourmente. Qu'est-ce que l'adolescence? Eh bien, c'est un état pathologique, ce sont des turbulences, les sautes d'humeur, les cris. L'adolescence, c'est une crise, comme le disait tout à l'heure, je écoutais en radio le docteur Nacho. Et cette crise est de surcroît décrite comme une nécessité. C'est une perturbation temporaire d'un équilibre qui est tout à fait nécessaire puisqu'on passe d'un état à un autre. C'est un état pathologique qui est normal. Il faut attendre, ça passe. Ça guérit l'adolescence. C'est une crise nécessaire, fonctionnelle et physiologique. Un adolescent sans crise est un adolescent inquiétant. Et si on explore un peu cet état de crise, on y trouve toute une série de symptômes récurrents. C'est d'abord une période de révolte, défiance, provocation vis-à-vis des figures d'autorité. On s'oppose, on entre dans l'adversité et on entre en conflit, notamment avec les parents. Ça y est, les choses ont changé, votre ado s'oppose, refuse, vous manque peut-être de respect. Mais c'est l'âge qui est aussi celui de la prise de risque. On se met facilement en danger, on a des comportements périlleux et des fréquentations parfois inquiétantes. Il va avoir envie de se mettre en danger, c'est l'insouciance de l'adolescence. L'adolescence, c'est aussi ce qu'on appelle l'âge bête, des comportements contradictoires, insensés et inexpliqués, des sauts d'humeur soudains et irrationnels. Avec leurs parents, ils sont plus compliqués. Entre les « je t'aime » et les « tu comprends rien », ils sont souvent contradictoires. Je te provoque et donc tu es proche de moi. Tu t'écartes de moi, je me rapproche. Non, plus je suis en face de toi, plus tu t'intéresses à moi. Plus tu es contre moi, plus dans le fond tu es avec moi, enfin bon, l'adolescence. Mais on l'appelle aussi l'âge ingrat. Les parents se sentent facilement rejetés par leur enfant qui ne leur témoigne plus ou très peu de reconnaissance et d'affection.
L'adolescent fait la tête pour 3 fois rien, il communique beaucoup moins et va parfois chercher à s'isoler et même à avoir honte de la simple présence de ses parents. Ton ado te parle mal, ton ado te rejette, ton ado te traite de nul, eh bien, sache que c'est normal. Et bien sûr, et sans doute le plus important, puisqu'on parle d'une période de crise, on parle d'une période de mal-être. Une recherche perpétuelle d'identité, une fragilité psychologique, tantôt dans l'hyperactivité et la colère, tantôt dans la nonchalance. Une période propice au sentiment de solitude, au manque de confiance en soi, à l'isolement social, au pessimisme, à la colère, mais aussi à la recherche excessive d'attention. Il ne faut jamais oublier qu'un adolescent, avant tout, il a un mal de vivre, il a du mal, il ne sait pas qui il est. C'est d'abord un malaise et une crise nécessaire, mais pleine de souffrance qu'il traverse. Il va rentrer dans une période où il va faire des colères, il va se mettre à crier, où il va complètement se renfermer sur lui-même. Autre domaine où la santé des adolescents peut être préoccupante, le mal-être, le spleen de ces adultes en devenir, combinaison complexe de ressentis, de doutes, d'incertitudes et de relations difficiles à l'autre dont les conséquences sont parfois dramatiques. À l'âge de 16 ans, Angelina a fait une tentative de suicide. Et notons aussi que ces dernières années, on observe une hausse de différentes formes de violence comme l'automutilation. Il y a un phénomène quand même qui est très spécifique de cette génération, c'est l'autoviolence et l'hétéroviolence. Ils sont autoviolents sur les scarifications, les tentatives de suicide fréquentes malheureusement, et hétéroviolents aussi. Il y a des parents battus. On parle toujours des enfants battus, mais il y a des parents battus. Mais il y a aussi chez les adolescents une hausse des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, de la dépression et des troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs. Le tableau de l'adolescence n'est donc pas très réjouissant et Stanley Halls semble avoir été très lucide à son époque car tout porte à confirmer ce qu'il avait établi. L'adolescence comme une période très favorable à toutes sortes de difficultés, de troubles, confusion, dépression, addiction, mal-être. En 2 mots, la tempête et le stress. Résultat inévitable de processus évolutifs programmés. Mais Robert Epstein, lui, nous parle de sauver nos enfants et nos familles des tourments de l'adolescence. Il n'a donc pas écrit un énième guide pratique qui cherche à gérer les difficultés rencontrées par les adolescents. Il propose à ce que ceux que l'on appelle les adolescents puissent s'extraire de cette période de trouble qu'est l'adolescence. Il entend donc par là que toutes les difficultés si caractéristiques de cet âge de la vie ne sont finalement pas une fatalité et qu'elles ne sont pas inscrites dans nos gènes. Et pour expliquer ça, Epstein va commencer par nous donner 2 principaux arguments. D'abord, c'est que l'adolescence, en tant que période de vie à problème, semble ne jamais avoir existé avant l'ère industrielle, c'est-à-dire à toutes les époques qui ont précédé le 19e siècle. Et secondement, il nous dit que l'adolescence n'existe pas même aujourd'hui dans de nombreuses cultures à travers le monde. On reviendra sur ces 2 points plus loin dans la vidéo. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de quelque chose de très intéressant. Dans ses recherches, Epstein s'est intéressé à la façon dont nous traitions aujourd'hui les adolescents, et plus particulièrement à la façon dont nous les traitions par rapport aux adultes et par rapport aux jeunes enfants. Il a donc réalisé une étude en collaboration avec le docteur Diane Dumas. Alors, petite précision, la plupart des études dont je vais parler se basent sur une population américaine, mais on pourra assez vite s'apercevoir que les caractéristiques des adolescents américains sont proches de celles des adolescents français, et plus largement de celle des nombreux adolescents européens. L'expansion culturelle américaine sur le monde n'y est sans doute pas étrangère. Et si les jeunes Français ne sont pas encore exactement comme leurs camarades d'outre-Atlantique, ils y prennent le chemin. Reprenons. Epstein a donc mené un sondage sur une centaine d'adolescents âgés de 13 à 17 ans auxquels il a demandé de répondre à un questionnaire où il avait listé un total de 42 restrictions. Des restrictions auxquelles les adultes ne devaient normalement jamais être soumis dans leur vie, mais que les jeunes enfants vivaient fréquemment.
Parmi ces restrictions, on peut trouver des confiscations de biens, des fouilles sans permission, des interdictions de sortie, de fréquenter certaines personnes, de boire de l'alcool, ou encore des obligations à rester dans sa chambre, à se taire ou à s'engager dans des activités extrascolaires. La question posée était la suivante. Depuis que tu as 13 ans, des adultes t'ont-ils déjà restreint dans tes activités d'une des façons suivantes ? Ces restrictions étant habituellement appliquées aux jeunes enfants, ce test permet de mesurer à quel point les adolescents y sont encore soumis, et donc de déterminer ce qu'Epstein appelle leur niveau d'infantilisation. Plus la personne répond positivement aux questions, plus cela signifie qu'elle rencontre des restrictions dans son quotidien, et plus elle a un score élevé. Et gardons bien à l'esprit que les personnes de plus de 18 ans ne devraient, en théorie, jamais avoir un score supérieur à 0. Sauf situation d'incarcération. Et justement, Epstein a mené en parallèle la même étude sur des personnes majeures. Un échantillon de 81 personnes, dont 32 qui étaient des militaires activement engagés dans les forces armées et 24 qui étaient en situation d'incarcération. Les militaires ont obligation d'exécuter des ordres sans poser de questions. Les prisonniers, quant à eux, sont dépourvus d'une grande partie de leur liberté. Alors qu'on pourrait penser que ces deux groupes seraient bien plus sujets à des restrictions dans leur quotidien que les adolescents ne le sont, ce n'est clairement pas ce que montrent les résultats. Les adultes libres et indépendants ont un score de 2,3, les soldats ont un score de 10,9, les prisonniers ont un score de 14,6, les adolescents ont un score de 26,6. Les scores obtenus par les adolescents surpassent largement ceux des soldats et des prisonniers. Les résultats montrent qu'ils expérimentent en moyenne très régulièrement plus de 26 des restrictions listées dans le questionnaire. 74% d'entre eux ont un score compris entre 22 et 40. Et 4% ont déclaré qu'ils vivaient régulièrement 40 des 42 restrictions listées dans le questionnaire. Les adolescents seraient donc soumis à environ 2 fois plus de restrictions que ne le sont les soldats et les prisonniers, et à plus de 10 fois plus de restrictions que ne l'est l'adulte moyen. Epstein signale que cette infantilisation est un phénomène récent. Il rappelle qu'il y a 150 ans, les enfants travaillaient aux côtés des adultes dès qu'ils étaient en âge de le faire. Et comme c'est encore le cas aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde. Et peu après l'âge de la puberté, les jeunes hommes quittaient leur famille pour aller apprendre un métier. Certaines études ont en effet déjà montré que depuis les années 1960, les jeunes sentent de plus en plus leur vie être sous le contrôle de forces extérieures. Leur croyance, initialement placée en un lieu de contrôle interne, a doucement évolué vers un lieu de contrôle externe. C'est-à-dire qu'alors que la plupart des jeunes des années 60 se sentaient maîtres de leur destin, ils sont aujourd'hui majoritaires à sentir leur destin d'abord dépendre d'autrui. Le psychologue Peter Gray en parle aussi. Il nous dit que contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, la hausse du niveau de vie à travers la prévention, le traitement des maladies et la diminution de certaines violences à l'encontre de groupes de personnes n'a pas permis, ou du moins n'a pas suffisamment permis, une augmentation du sentiment de contrôle sur son destin. Cela parce que simultanément à ces progrès, l'infantilisation n'a cessé de croître. Plus intéressant encore, d'autres études montrent qu'il y a un lien proportionnellement inverse entre le gain d'autonomie et la dépression, que les sentiments d'impuissance prédisposent à l'anxiété et à la dépression. Une corrélation dont a aussi parlé Peter Gray, qui affirme que les personnes vivant dans cette impuissance sont moins à même de prendre en main leur santé, leur avenir et de s'occuper de leur entourage que celles qui ont un fort sentiment de contrôle sur leur vie. C'est à partir de ces résultats qu'Epstein nous suggère que toutes les restrictions faites aux jeunes personnes depuis le 19e siècle ne sont pas si positives qu'on a tendance à le penser. Il invite à revisiter la nature de l'adolescence, aujourd'hui définie comme une période de trouble et d'agitation, dont le poids qui pèse sur les adolescents, qui pèse sur les familles et qui pèse sur la société est considérable. À présent, revenons sur les deux assertions que fait Epstein et qui tentent à montrer que l'adolescence est plus un phénomène socio-culturel que le résultat de processus biologiques inéluctables.
Avant la période d'industrialisation des sociétés occidentales, l'adolescence n'existait simplement pas, nous dit Epstein. La plupart des historiens reconnaissent d'ailleurs que ceux que l'on pouvait appeler adolescents au Moyen-Âge étaient très différents de nos adolescents contemporains. Selon l'historienne Barbara Hannah-Walt, c'est peut-être la question de l'influence qui distingue le plus l'adolescence d'autrefois de celle d'aujourd'hui. Il n'existait au Moyen-Âge aucune sous-culture propre aux jeunes dans laquelle les adolescents avaient pour principales influences leurs pères. Aucune sous-culture adolescente qui s'opposait à une culture plus large dans la société. Il n'y avait pas plus de délinquance et de condamnation spécifiques aux adolescents qu'il n'y avait de délinquance et de condamnation spécifiques aux adultes. Et Epstein se réfère à d'autres historiens qui ont déjà mis en avant le phénomène adolescence comme une construction sociale récente. L'écrivain américain Thomas Hine dans son livre The Rise and Fall of American Teenager, qui souligne que l'adolescence moderne doit son existence à une volonté nouvelle à ce que tous les jeunes suivent le même parcours de vie, avec des personnes du même âge et dans un environnement scolaire. Joseph Katz avec le livre Rites of Passage, où il explique que l'intérêt croissant pour les jeunes depuis la fin du 19e siècle s'est traduit par l'établissement de nouvelles manières de réguler leur comportement et ainsi par la création de l'adolescence. L'historien canadien Edward Shorter, dans son livre Naissance de la famille moderne, décrit la désagrégation de la continuité entre les générations par l'isolement des jeunes personnes, isolement qui les a menés à adopter les comportements qu'on leur connaît aujourd'hui. Et aussi bien sûr l'historien français Philippe Ariès qui nous montre dans son livre L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime qu'alors que nous étions autrefois ignorants de ce qu'est l'adolescence, nous sommes aujourd'hui très focalisés sur cette période, nous la faisons arriver de plus en plus tôt et durer de plus en plus longtemps. Tous ces auteurs soutiennent que les jeunes ont vécu un isolement qui a conduit à un changement de perception de la part de leurs aînés, et donc un changement de comportement à leur égard. Les jeunes ont été de plus en plus sentimentalisés pendant qu'on les voyait de moins en moins comme des personnes capables de raisonner. Cela nous a mené à les considérer comme des êtres sans défense, dépourvus de capacité à se débrouiller et donc nécessitant la protection des adultes. Et cette période de vie pendant laquelle les adolescents ont commencé à être vus comme des enfants n'a cessé de s'étendre jusqu'à aujourd'hui. De ses travaux, Epstein recense 3 grandes idées sur l'évolution sociale des jeunes au cours de l'histoire. 3 idées qu'il juge difficilement réfutables et que Ariès avait déjà développées dans ses thèses. La première, c'est qu'avant la révolution industrielle, la grande majorité des jeunes travaillaient avec les adultes dès qu'ils en étaient capables. Et ils devenaient partiellement ou totalement des adultes à partir de l'âge de 10 ans environ. Et c'est aujourd'hui toujours le cas pour la plupart des jeunes qui vivent dans les pays non industriels ou peu industriels. A l'inverse, dans la plupart des sociétés industrialisées, les adolescents sont presque totalement isolés des adultes. Ils sont immergés dans une culture jeune, une culture adolescente. On leur impose un parcours scolaire jusqu'à la fin de leur adolescence, ou même au-delà de leurs 20 ans, pendant qu'on leur interdit l'accès au travail. La deuxième idée, c'est qu'à travers l'histoire et presque partout sur Terre, les jeunes se mariaient rapidement après la puberté, et ils s'installaient souvent de façon autonome dans un foyer. Pour comparaison, l'âge moyen du mariage en France est de 36 ans. Et troisièmement, et c'est certainement là l'idée la plus importante, ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que cette période comprise entre environ 12 et 18 ans est devenue aux yeux de tous un passage de vie sombre et tumultueux obligatoire et que l'adolescence a été reconnue comme une période particulière et distincte du reste de la vie. L'infantilisation semblait inconnue. L'adolescence définie par Stanley Hall en 1904 semblait inconnue. Et c'est là qu'Epstein fait entrer un concept clé qui est celui du prolongement artificiel de l'enfance. Pour expliquer les problèmes de l'adolescence, il va au-delà des causes sociales parfois évoquées comme l'absence de père à la maison ou la perte des valeurs familiales traditionnelles ou encore la violence dans les jeux vidéo. Il souligne un autre facteur vers lequel on se tourne très peu. Pour la première fois dans l'histoire, on a étendu la période de l'enfance bien au-delà après la puberté. Alors qu'autrefois, la puberté marquait la fin de l'enfance.
Et comme l'a montré son étude sur l'infantilisation, ceux que nous appelons aujourd'hui les adolescents, on ne les a jamais autant traités comme des enfants. Autrement dit, en maintenant les jeunes à l'état d'enfants, on a posé une entrave dans leur développement et nous avons créé ce qu'Epstein appelle le trouble du prolongement de l'enfance. Un trouble qui se caractérise entre autres par une perte de confiance en soi, une grande nervosité et un sentiment de manque de contrôle sur sa propre vie. Ce graphique montre que les lois visant à restreindre les comportements des adolescents aux États-Unis émergent au début du XVIIIe siècle. On voit une forte augmentation lors de la période industrielle et la courbe de progression suit une ascension fulgurante dès les années 1960. Cette courbe donne une représentation assez fidèle de la montée de l'infantilisation des adolescents. En France, la situation est très similaire. Les premières lois visaient essentiellement à interdire les travaux jugés dangereux aux plus jeunes. Le 3 janvier 1813, un décret impérial interdit le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines. Puis, au fil du 19e siècle, de nouvelles lois ont commencé à limiter le temps de travail des jeunes. Au XXe siècle, l'Organisation mondiale du travail, qui appartient à l'ONU, à coup de convention, a commencé à interdire aux mineurs toute forme de travail, qu'importe les dangers que ces travails pouvaient engendrer ou ne pas engendrer sur leur santé. C'étaient des dirigeants, des penseurs, des hommes, mais aussi des femmes, qui insistaient sur le fait que les jeunes devaient être protégés. Et donc, beaucoup d'efforts ont été faits pour assimiler dans l'esprit des gens le travail des enfants à de l'esclavage. Et cela, nous dit Epstein, en niant complètement que pendant toute l'histoire de l'humanité, des millions de jeunes ont travaillé fièrement et dignement en se joignant aux adultes. Pendant ce temps, l'école a pris une place plus importante que le travail dans les représentations populaires, et les jeunes ont été amenés à devoir s'y rendre de plus en plus fréquemment. Le placement progressif de l'enfant au centre de la famille est un autre facteur évoqué par Epstein qui a contribué à l'apparition de l'adolescence. L'idée que les enfants doivent être le centre de l'attention présente le défaut que notre intérêt grandissant nous mène à les infantiliser en pensant et en agissant à leur place. Et le fait de placer les enfants au centre de nos préoccupations, comme on le fait dans notre culture, est aussi quelque chose d'épuisant pour les adultes, mais dont on ne se rend souvent pas bien compte. Et ce n'est certainement pas sans rapport si aujourd'hui on entend de plus en plus parler d'épuisement parental, de burn-out parental. Et donc de tout ça, il en ressort deux idées qui ont émergé au cours des derniers siècles jusqu'à aujourd'hui pleinement dominées. C'est que nous ne voulons pas que les jeunes travaillent, même s'ils en ont envie et même s'ils en ont la possibilité sans être exploités, et que nous voulons qu'ils aillent à l'école, même s'ils n'en ont pas envie et même s'ils ne sont pas prêts à apprendre ce qu'on leur y enseigne. Ces deux phénomènes concomitants d'interdit du travail et d'obligation scolaire ont été la base d'un fossé qui n'a cessé de se creuser au XXe siècle entre les plus jeunes et les adultes, un fossé qui a signé l'isolement des nouvelles générations et qui a fait émerger l'âge de l'adolescence. Autrefois, il y avait des droits qui étaient interdits aux personnes qui n'avaient pas atteint un certain âge. Mais ça n'avait rien de comparable à aujourd'hui. Car même si les conditions de vie pouvaient être difficiles, les emplois du temps étaient beaucoup plus libres et les jeunes personnes pouvaient, par exemple, partir loin de chez elles, avoir des amis et avoir une vie privée. Faisons un petit tour des restrictions qui s'appliquent aujourd'hui sur les adolescents et qui étaient pour l'essentiel absentes autrefois. On s'apercevra au passage que la plupart d'entre elles reposent sur deux principes légaux interdépendants, celui de la minorité et celui de l'autorité parentale. Le statut de minorité engendre un panel de restrictions sans même que la loi y fasse explicitement référence. Comme ce statut rend incapable de contracter, il est interdit pour l'adolescent de se marier, d'acheter une voiture, d'avoir une carte bancaire, de souscrire à une assurance, de signer un contrat de location ou de faire un prêt. Il ne peut donc évidemment pas signer un contrat d'embauche, sauf dans quelques rares cas. Il lui est donc interdit de travailler et de surcroît de recevoir un salaire et de surcroît de posséder des biens qu'il aurait acquis avec ce salaire. Les rares fois où on l'autorise à accéder au travail, ce sera aux emplois les moins valorisants et les moins bien payés. D'autant plus qu'ayant moins de 18 ans, il recevra le plus souvent un sous-salaire. On peut aussi noter l'interdiction de conduire ou de voter. Et il y a tout un tas de restrictions quant à l'accès aux médias.
Internet, films, jeux vidéo, violents ou à caractère sexuel. Et l'accès aux livres dans les bibliothèques à destination des mineurs est aussi réglementé, et certaines littératures sont volontairement écartées. À côté de ce statut de minorité, des tuteurs légaux ont été désignés pour appliquer de nouvelles règles sur les jeunes. Et là encore, la loi ne dit pas, par exemple, que les mineurs n'ont pas le droit de faire ce qu'ils souhaitent de leur temps, mais elle oblige leurs tuteurs à leur dispenser une certaine instruction. Et comme la plupart des parents travaillent, ils inscrivent leurs enfants à l'école, lieu où ils vont devoir consacrer leur journée à faire ce qu'on leur demande. Il en résulte que même si la loi ne leur interdit pas explicitement de faire ce qu'ils souhaitent de la majeure partie de leur temps, ça leur est interdit factuellement. La logique est ensuite la même. Aucune loi n'empêche les adolescents d'avoir les amis qu'ils veulent avoir. Aucune loi ne les empêche de sortir simplement de chez eux, de décider de leurs convictions politiques ou de leurs croyances religieuses. Mais le pouvoir conféré aux tuteurs légaux place les jeunes sous un étroit contrôle qui les empêche bien souvent de faire leur choix librement. Ce pouvoir est bien sûr partagé avec le personnel éducatif et quelques autres figures d'autorité. Ensuite, n'oublions pas que les adolescents ne peuvent légalement disposer d'aucun bien, car tout appartient à leur tuteur. C'est pour ça que toutes les affaires d'un adolescent de 15, 16 ou 17 ans ne sont pas sa propriété. Son téléphone portable n'est pas le sien. Ses vêtements même ne sont pas à lui, car tout est la propriété de ses parents, qui peuvent les lui reprendre quand bon leur semble. C'est pour ça, nous dit Epstein, qu'à chaque fois, ils ont besoin de l'accord de maman et papa, qui, à eux seuls, ont le pouvoir de dire oui ou de dire non. Ce qui offre aux parents la possibilité d'exercer à tout instant des chantages sur l'adolescent. Qui n'a pas connu les fameux « si tu ne rentres pas à telle heure, tu seras privé de sortie ». Privé de sortie, donc potentiellement privé de voir tes amis. Ou bien, si tu n'obtiens pas ton année ou que tu n'as pas tel résultat scolaire, tu n'auras pas le téléphone portable que tu espères tant avoir. Il faut enfin remarquer qu'on a réussi à créer des actes délictueux que seuls les mineurs peuvent commettre. Ou en tout cas, des comportements que la loi réprime uniquement s'ils sont adoptés par des personnes de moins de 18 ans. Vous êtes adolescent, vous entrez dans un casino, vous avez enfreint la loi. Vous avez moins de 16 ans, vous entrez dans un bar ou un café, vous avez enfreint la loi. Vous sortez simplement de chez vous, sans l'autorisation de vos parents, vous avez potentiellement enfreint la loi. Et c'est la même chose, plus ou moins, si vous consommez de l'alcool ou du tabac, ou si vous regardez des photos ou des vidéos pornographiques. Et quand on parle de restrictions faites aux jeunes, comment ne pas évoquer l'école, institution de contrôle où les mineurs passent la plupart de leur journée, là où ils sont surveillés autant dans leurs déplacements que dans leur assiduité au travail imposé, là où ils sont surveillés par un personnel rémunéré, via le carnet de correspondance avec la famille, via les logiciels de contrôle, etc. La liste pourrait être encore longue. Alors je parle ici de restrictions faites aux jeunes, mais comme un grand nombre de ces restrictions reposent sur le principe d'autorité parentale et donc sur les obligations juridiques qui incombent aux tuteurs légaux, elles affectent directement les tuteurs légaux. Les implications pour eux sont très fortes, car ils devront veiller non seulement à la bonne application des interdits, mais aussi à gérer les comportements réfractaires des adolescents. Et donc, par ricochet, presque tout adulte vivra les dommages collatéraux des tourments de l'adolescence, eux-mêmes issus, notamment, des nouvelles restrictions. Plus encore, les parents étant supposés être responsables du comportement de leur adolescent, ils devront le plus souvent porter le poids de ces écarts de conduite. Si le jeune a de mauvais résultats scolaires, qu'il a un comportement jugé inadapté à l'école, s'il boit, s'il fume, c'est en premier lieu les parents que l'on blâmera. Si leur enfant fugue et va loger ailleurs, ils auront l'obligation de le reporter et de le faire revenir chez eux. La pression sociale qui pèse sur les parents est énorme, et l'infantilisation des jeunes est une source d'épuisement pour les adultes. Enfin, et je terminerai là-dessus, quand un mineur commet une infraction, on assiste le plus souvent à une double peine, celle du mineur pour son comportement et celle du représentant légal car jugé responsable. Les adolescents, les adultes et plus particulièrement les parents semblent comme pris ensemble en otage. Mais d'où viennent donc toutes ces restrictions dont beaucoup ne sont apparues qu'à partir des années 60 ?
Eh bien, c'est qu'il y a eu, nous dit Robert Epstein, un certain nombre de promoteurs de la protection de l'enfance, ceux qu'il appelle les Child Saviors, les sauveurs d'enfants, qui ont donc voulu protéger les jeunes de tout un tas de comportements qu'ils jugeaient immoraux. Quand bien même, bon nombre de ces comportements ne causaient de mal à personne. Par exemple, Epstein prend le cas de l'alcool et du tabac. Il nous dit que dans beaucoup de pays dans le monde, il n'existe pas de loi, il n'existe pas de restriction d'âge sur la consommation de ces substances. Et dans certains de ces pays, les jeunes ne mettent pas plus en danger leur santé que dans les pays où il existe des lois prohibant le tabac et l'alcool. En plus, beaucoup des adolescents en France et dans d'autres pays fument et boivent énormément, malgré les lois qui se veulent très dissuasives. Et ce faisant, en plus de mettre en danger leur santé, ils vont contre les lois et ils entrent en conflit avec les adultes. Ce que propose Epstein, et nous y reviendrons ultérieurement, ce n'est non pas la suppression simple de ces lois basées sur l'âge, mais leur remplacement par des lois qui se baseraient sur la compétence. Alors, ces promoteurs de la protection de l'enfance dont parle Epstein avaient déjà commencé au 19e siècle à mettre les jeunes de côté en vue de les protéger des dangers de la modernité industrielle et urbaine. Ils ont ainsi créé une nouvelle catégorie de comportements propres aux jeunes, mais des comportements qu'ils ont aussi fabriqués en même temps qu'ils les ont réprimés. Ça a favorisé l'exclusion des jeunes générations du monde des adultes, et c'est une raison pour laquelle nous traitons aujourd'hui les adolescents comme des enfants. Le professeur en sociologie Anthony Platt nous expliquait il y a déjà plus de 50 ans que ces sauveurs d'enfants, aux allures très humanistes, très progressistes et paternalistes, auraient d'abord agi pour préserver leurs intérêts, qui étaient ceux des classes moyennes et aisées. En utilisant des populations d'enfants immigrés qui arrivaient massivement aux États-Unis, ils ont inventé de nouvelles formes de contrôle social, d'abord pour protéger leur pouvoir et leur prestige. Et c'était aussi ces promoteurs de la protection de l'enfance, nous dit Platt, qui ont défini la jeunesse comme une période de vie pleine de troubles, en se basant sur leurs propres biais moraux et leur conditionnement de classe. S'est établie une infrastructure sociale de production de masse de jeunes personnes qui était à l'image de la représentation que s'en faisaient les sauveurs d'enfants, c'est-à-dire des êtres dépendants, émotionnellement instables et dangereux. Anthony Platt affirme que l'indépendance des adolescents leur a été prise, qu'ils ont perdu de nombreux droits fondamentaux et qu'on réprime chez eux les comportements les plus banals qu'on retrouve chez les adultes. Il termine en disant que toutes les lois accumulées ont piégé les jeunes dans une espèce de cocon protecteur qui les rend impuissants et qui voit leur résistance comme un énième signe de pathologie propre à l'adolescence. La consolidation du statut de dépendance d'une jeunesse problématique s'était achevée. Les jeunes personnes se sont vues refuser le droit de se défaire des institutions qui gouvernaient leur vie ou d'agir sur celles-ci. Leur opposition ou leur désillusion vis-à-vis des maisons de correction ou des centres de loisirs a été traitée comme un problème d'inadaptation personnelle qui rappelle les programmes thérapeutiques utilisés par les sauveurs d'enfants. Parmi ces réformateurs sociaux, Epstein met aussi en ligne de compte les mouvements pour les droits des femmes. En effet, il indique que parce que les femmes ont obtenu une voix dans l'espace politique, il n'est pas surprenant qu'une de leurs principales préoccupations, à savoir la protection des enfants, ait été exploitée pour les intérêts de ceux qui avaient déjà banni le travail des enfants et promu l'école obligatoire pour tous. À chaque fois, il explique le cercle vicieux qu'il y a dans notre façon de réagir face aux adolescents. Les restrictions qu'on met en place vont souvent engendrer une réaction de la part de l'adolescent. Il va montrer de l'irrespect, il va enfreindre une règle, il va fuguer. Et nous allons réagir en imposant une nouvelle règle encore plus restrictive, ce qui va les amener à se rebeller plus encore. Et c'est ça qui conduit de fil en aiguille aux comportements jugés les plus extrêmes. Epstein conclut en disant que les réformateurs sociaux de la minorité, quel qu'ait été leur motif, n'ont pas apporté que du bon aux jeunes et à la société. Ils ont isolé la jeunesse du monde des adultes et ont semé les graines de la culture adolescente. Ils ont destitué les jeunes de leurs droits fondamentaux. Ils leur ont imposé des principes moraux rigoristes qui les empêchent de vivre leur vie comme ils le souhaitent, sous peine d'être vus comme se mettant eux-mêmes en danger. Ils ont créé une période de vie sombre, ils les ont rendus colériques, défiants et dépressifs. Au final, les pertes sont bien plus élevées que les gains.
L'abolition du travail des jeunes, c'est une chose. L'école obligatoire, c'en est une autre. Mais il y a eu plus récemment un troisième facteur qui a été primordial dans l'apparition de l'adolescence et dont nous parle Robert Epstein. C'est l'avènement des industries de la jeunesse. Avant le 19e siècle, il n'y avait quasiment aucune industrie spécialisée dans le divertissement et les jeux pour enfants. Pourtant, cela n'a jamais empêché les jeunes personnes de se livrer à toutes sortes de jeux, exactement comme le font tous les jeunes mammifères. En effet, avant l'arrivée de ces industries, ils utilisaient ce qu'ils avaient et ce qu'ils trouvaient. Des bâtons, des cordes, des balles, des chiffons, des billes, et souvent ils fabriquaient eux-mêmes leurs propres jeux. Cerceaux, planches à roulettes, cerfs-volants, luges et plein d'autres choses encore. Sans oublier qu'il y a toujours eu beaucoup de jeux de rôle avec des mises en scène et de la coopération. Ces jeux que Peter Gray et d'autres chercheurs appellent jeux sociodramatiques. Ils ont été pratiqués à toutes les époques et sur toute la planète, et particulièrement par les jeunes enfants. Ce n'est en fait que récemment, avec l'arrivée des productions industrielles à grande échelle orientées vers les nouvelles générations, que les jeunes se sont vus se faire proposer, puis subrepticement imposer leurs loisirs par les adultes. On peut citer l'arrivée de la poupée pour les jeunes filles qui a contribué à les maintenir plus longuement dans l'état d'enfance. Mais la cadence de renouvellement des divertissements est devenue de plus en plus soutenue. À une époque pas si lointaine, les modes de jeu étaient assez aléatoires. Les jeunes se prenaient pour un jeu en particulier, comme les billes, la toupie ou la corde à sauter, et ils passaient à autre chose quand ils en avaient marre. Aujourd'hui, presque tout est planifié d'avance. Les grands mouvements de mode ludique pour enfants se calent le plus souvent sur la sortie de grosses productions cinématographiques américaines. Avant même qu'un de ces films ne sorte sur nos écrans, il y a déjà toute une gamme de produits dérivés en préparation. Des dessins animés succèdent aux films, puis le film devient le thème de parcs d'attractions. On le retrouve ensuite sur les boîtes de céréales pour le petit déjeuner, puis on en fait une ligne de vêtements, puis il sert à la promotion de chaînes de restauration rapide américaines, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est étudié d'avance, minutieusement, pour atteindre un public jeune. Une année, c'est Harry Potter, la suivante, Le Seigneur des Anneaux, et après vient Spider-Man. Le monde des dessins animés Disney est presque caricatural, tant il est l'archétype de ce mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement rend les jeunes de moins en moins auteurs de leurs loisirs. Ils ressemblent plus à des consommateurs qui viennent donc consommer un produit fini, tout préparé et entièrement élaboré pour eux par des adultes, par des groupes d'adultes, des cadres travaillant dans des bureaux au sommet de grands immeubles. Et à propos de Disney, Epstein nous partage une anecdote intéressante. Il y a un peu plus d'un siècle, Walter Elias Disney a falsifié ses papiers d'identité et a réussi à rejoindre l'armée qui interdisait pourtant aux personnes de moins de 18 ans de s'engager. Plus tard, il a témoigné sur l'expérience que ça lui a apporté. Il a dit ceci. « C'était une expérience tellement enrichissante qu'il m'est avis que si nous devons envoyer nos garçons dans l'armée, nous devrions les envoyer plus jeunes encore que nous le faisons. Je sais qu'avoir dû me débrouiller seul à un âge précoce m'a rendu plus autonome et moins dépendant d'une prise en charge par la société que je ne l'aurais été. » Quelle ironie quand on sait que cette même personne a été l'initiateur de ce qui est aujourd'hui le plus gros empire de loisirs de la jeunesse et qui joue un rôle fondamental dans le maintien des jeunes personnes hors du monde des adultes. Les jeux et les films sont donc la plupart du temps préconçus par des adultes, mais il y a aussi l'industrie musicale qui fonctionne de la même manière et bien sûr celle de la mode. Vêtements, chaussures, maquillage, cosmétiques en tout genre, magazines qui disent aux jeunes quel style adopter, les goûts qu'ils doivent avoir, les célébrités auxquelles ils doivent s'identifier, les stars qu'ils doivent aimer, les héros desquels il faut s'inspirer. Et finalement, les espoirs et les rêves d'une énorme quantité d'adolescents sont entre les mains de cadres qui travaillent pour de géantes entreprises dont l'influence s'étend aujourd'hui sur tous les continents. Ces entreprises, toujours en recherche de profit, ont saisi l'occasion du marché apparent sur le divertissement des jeunes et ont largement contribué à cette extension de l'enfance et à définir l'adolescence. Elles ont permis de créer et de maintenir cet âge plein de troubles et de difficultés. Elles prospèrent donc sur l'adolescence à travers l'entretien de la culture adolescente.
C'est pour cela que si ces entreprises venaient à disparaître, alors les jeunes passeraient bien plus facilement et rapidement dans l'âge adulte. Et inversement, si les jeunes pouvaient passer plus facilement et rapidement dans l'âge adulte, alors ces entreprises commenceraient très vite à battre de l'aile. Il y a donc fort à penser que s'il n'y avait pas d'adolescence, il n'y aurait pas eu de Nirvana ou de Marilyn Manson. S'il n'y avait pas ce nouveau monde, s'il n'y avait pas cette sous-culture qui s'accentue d'année en année, on ne retrouverait certainement pas aujourd'hui un nombre grandissant de réseaux sociaux internet qui condensent les valeurs adolescentes. Les milliers de représentations d'adolescents au comportement infantile que nous avons tous vus au travers des séries télé ou ailleurs, d'adolescents imprudents et propres à rien, rebelles et incontrôlables, drogués, ivres et sursexualisés, dépressifs et suicidaires et obsédés par la mode et la musique rock, ont été entretenus dans notre esprit par un système complexe de business interreliés qui prospère sur le maintien du mythe de l'adolescent enfant. Pour le dire autrement, les gros business rapportent des milliards tous les ans, à la fois en alimentant la culture adolescente et en essayant de nous convaincre, adultes comme adolescents, que la culture adolescente est intemporelle et inéluctable, alors qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Les jeunes se trouvent donc piégés dans une sous-culture qui n'a que très peu à voir avec le monde réel dont on les a rendus étrangers et dans lequel ils vont pourtant bientôt rentrer. Le fossé générationnel s'en trouve plus élargi encore, et voilà pourquoi la révolution industrielle et ses suites ont joué un rôle essentiel dans l'accélération du prolongement artificiel de l'enfance. Maintenant, si l'adolescence avec toutes ses difficultés est réellement un phénomène naturel et inévitable, alors nous devrions la retrouver dans toutes les cultures préservées du monde occidental et de son industrialisation. C'est ce que nous allons voir maintenant. Poursuivant ses recherches, notre psychologue nous parle de Pedro qui a grandi au Mexique dans les années 70. À l'âge de 5 ans, Pedro vendait du chewing-gum dans les rues pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. À 7 ans, quand il n'était pas à l'école, il trayait les vaches et il s'occupait du bétail avec un fermier local chez qui il vivait. À 8 ans, il commençait à vendre du lait sur le marché et dans les rues. Il lavait les voitures des gens, il les aidait à charger leurs courses et il prêtait main forte à son frère sur les chantiers. Il commençait à se dégager une partie de son salaire pour ses dépenses personnelles. Bien plus tard, Pedro a 32 ans et il travaille comme cuisinier. La question qu'on peut alors se poser, c'est comment Pedro perçoit-il aujourd'hui ce qu'il a vécu étant enfant dans une société que l'on a maintenant coutume de voir comme exploitante et maltraitante envers ses enfants, puisque Pedro a travaillé toute son enfance dès l'âge de 5 ans. Eh bien, Pedro n'a pas de ressentiment ni de regret. Il répond qu'il aimait gagner de l'argent pour aider sa famille à vivre. Il trouve d'ailleurs que la jeunesse d'aujourd'hui est gâchée et fainéante. Mais ce que note aussi Epstein, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'adolescence chez Pedro. Il semble être passé en douceur et graduellement de l'enfance à l'âge adulte, sans aucun signe des troubles si caractéristiques de l'adolescence. Ce jeune qui travaillait dès l'âge de 5 ans a pu bénéficier de ces activités. Elles lui ont appris à savoir tout ce que ça nécessite que d'avoir un travail. La valeur de l'argent, le rapport aux autres et tout un tas de compétences pratiques qu'il aurait difficilement apprises ailleurs. Et le cas de Pedro n'est qu'un exemple. Il y a des milliers de jeunes qui ont vécu une jeunesse similaire et qui n'en gardent aucun regret. Une jeunesse qu'ils voient comme leur ayant permis d'acquérir de nombreuses qualités et compétences qui leur sont utiles tout au long de leur vie. Mais la plus importante des choses, c'est sans doute que les occupations de Pedro avaient du sens pour lui. Il savait pourquoi il se levait le matin. Il savait que c'était pour aider sa famille à subvenir à ses besoins, pour aider ses frères et sœurs à manger. L'idée qu'Epstein cherche à mettre en avant, c'est que lorsque l'on passe nos journées à faire des choses que l'on pense importantes, ça donne du sens à notre vie et on en tire énormément de bénéfices. A contrario, lorsque nos journées sont rythmées par des choses dont on ne voit pas le sens, on se sent vide, frustré et facilement en colère. Est-ce que ça n'est pas justement comme ça que se sentent beaucoup de jeunes aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas le sens de ce qu'ils font dans leur vie ? Malgré qu'ils vivaient dans une société industrialisée, les modes de vie de Pedro et d'autres jeunes leur ont permis d'échapper à l'adolescence.
Mais comme nous allons maintenant le voir, dans les sociétés non industrialisées, l'adolescence est quasiment absente. Alice Schlegel et Herbert Barry ont mené une enquête en 1991 qui a porté sur 186 sociétés non industrielles. Et les principales découvertes sur l'adolescence ont été les suivantes. Environ 60% des cultures étudiées n'avaient pas même de mots pour définir l'adolescence. Et lorsqu'un tel mot existait, il se référait à une période courte et sans difficulté particulière qui se situait entre l'apparition de la puberté et le mariage. La plupart des adolescents passaient la majeure partie de leur temps avec des adultes de même sexe. Ils ne passaient que très peu de temps avec des personnes de leur âge et de même sexe. Les comportements antisociaux, violents, agressifs chez les adolescents étaient complètement absents dans plus de la moitié des cultures étudiées. Et ils étaient très peu présents dans la plupart des autres cultures. Et il n'y avait presque aucun signe de pathologie mentale. Dans ces découvertes, on peut remarquer que les adolescents côtoient davantage d'adultes qu'ils ne côtoient d'adolescents. Une attitude qui va très à contre-courant de ce que l'on a l'habitude de voir dans nos sociétés. Et cela a un bénéfice considérable, car fréquenter les adultes, c'est le meilleur moyen pour une jeune personne de devenir adulte. A l'inverse, quand l'adolescent est coincé à devoir rester avec des gens de son âge, son modèle de vie se limitera à celui de l'adolescent. Et comme on a pu le voir, l'adolescent occidental moderne est quasiment traité comme un enfant. Ainsi, les adolescents sont non seulement traités comme des enfants, mais entourés de personnes, elles aussi traitées comme des enfants. On peut alors imaginer l'impact sur leur état psychologique et émotionnel qui s'en trouvera fortement ralenti et maintenu à un stade infantile. L'anthropologue Jean Lidloff affirme qu'un certain mal-être dans nos sociétés civilisées provient d'une déconnexion entre les jeunes et leurs aînés. Elle a fait ce constat en étudiant le peuple Yekuana au Venezuela. Ce qu'elle rapporte, c'est que là-bas, les adultes ont une attitude beaucoup plus détendue vis-à-vis des jeunes qui ne sont pas toujours le centre de leur attention. Elle dit aussi qu'à l'âge de 3-4 ans, les enfants s'occupent des nouveau-nés avec enthousiasme et à l'âge de 18 mois, les garçons commencent déjà à tirer à l'arc. Ce que nous dit Epstein, c'est qu'il n'y a pas de séparation distincte entre les enfants et les adultes dans cette tribu, mais un continuum d'activités et de comportements. Les attentes des adultes augmentent graduellement au fur et à mesure que grandissent les enfants. Mais le but est toujours le développement de l'autonomie et l'intégration complète des enfants dans la société. Les responsabilités, l'autorité ne sont jamais imposées, elles sont laissées libres d'utilisation de façon à ce que tout enfant, aussitôt qu'il le souhaite, puisse en faire usage. Les initiatives sont encouragées parce que les Yekuana pensent que laisser le choix aux enfants dès leurs premières années leur permet d'exercer leur jugement de la meilleure manière, et aussi parce qu'ils croient en leur capacité d'autodéfense pour se prémunir face aux dangers. Lidloff affirme que dans nos sociétés, c'est plutôt le contraire qui se passe. En surprotégeant nos enfants, on les affaiblit en nuisant à leur capacité de prendre des décisions responsables et de se protéger par eux-mêmes. Ils en deviennent très dépendants et malheureux. Elle dit aussi qu'un parent, en centrant ses journées sur la protection de son enfant, contribuera à rendre son quotidien et celui de l'enfant moins épanouissant et plus ennuyant. Elle préconise l'encouragement des tendances naturelles des enfants à se focaliser sur les adultes et à reproduire ce qu'ils voient, les expériences dont ils sont témoins et qu'ils rencontreront inévitablement plus tard. Lidloff évoque finalement l'idée d'un lien entre l'infantilisation et la psychopathologie. Elle suggère que les jeunes personnes qui n'ont pas continuellement été intégrées au monde des adultes adoptent des comportements antisociaux, développent des troubles de la personnalité et du fait de toutes les pressions qu'ils endossent, vont avoir tendance à se conformer avec une grande facilité aux attentes extérieures. Maintenant, il faut aussi citer les travaux anthropologiques de Margaret Mead. Dans son livre « Adolescence à Samoa », elle a décrit la société samoane polynésienne du début du XXe siècle où l'adolescence était un phénomène inconnu. Elle a en effet constaté l'absence quasi totale de violence et de troubles de l'âge de l'adolescence chez les jeunes Samoans. Tout le monde avait des responsabilités chez les Samoans, et dès le plus jeune âge. Et les tâches qui devaient être réalisées avaient une signification pour chacun dans la structure de la société tout entière. Parce que ces tâches avaient une nature nécessaire, comme aller s'occuper des nourrissons, transporter l'eau, nettoyer le sol ou aller chercher des noix de coco.
Comme Ludloff, Mead voit régulièrement des filles de 6-7 ans prendre en charge des nouveau-nés sans difficulté. Elle mentionne aussi la désinvolture générale des Samoans comme explication à l'absence d'adolescence chez eux. Les violences et les troubles de l'adolescence qui sont tellement communs dans nos sociétés, elle les attribue au manque d'homogénéité entre les âges et au haut niveau de stress induit par nos modes de vie. Elle établit que si nous considérons l'adolescence comme une période naturelle de troubles, c'est que nous nous sommes rendus incapables de mesurer l'impact des nouveaux modes de vie qui se sont instaurés au cours des 2 derniers siècles sur les jeunes. Le sociologue, le prédicateur, le pédagogue observèrent le comportement des adolescents dans notre société, notèrent les traits d'instabilité, évidents et omniprésents, en conclurent qu'ils constituaient les caractéristiques de cet âge. Ainsi, Epstein infère que dans les sociétés traditionnelles, la transmission des savoirs entre les adultes et les plus jeunes se fait tellement naturellement et de manière fluide que le passage à l'âge adulte se fait tout aussi naturellement et sans jamais devoir passer par les difficultés qu'on lui connaît. À part certains rites cérémoniels en rapport avec l'atteinte de l'âge de la puberté, il y a selon lui un continuum total entre l'enfance et l'âge adulte. Il faut donc bien avoir à l'esprit que les difficultés que rencontrent les adolescents dans nos cultures occidentales, telles que la dépression, le suicide, la consommation de drogue, les conflits avec les parents, l'indélinquance, et j'en passe, sont inconnues pour beaucoup à travers le monde. Mais pour combien de temps encore ? Une étude menée dans les années 1980 a cherché à savoir quels étaient les effets de la modernisation sur les adolescents des cultures non industrielles. Des chercheurs ont par exemple constaté qu'au Kenya, l'arrivée de l'école et de l'influence chrétienne a été particulièrement liée à une hausse du stress et à l'apparition de sentiments contradictoires chez les adolescents quant à ce qui touchait au comportement sexuel. En Côte d'Ivoire, il a été reporté une hausse du mal-être chez les jeunes, de la consommation de drogue, de la criminalité et aussi des tentatives de suicide. Tout cela serait dû à un choc de culture entre les valeurs dans lesquelles vivaient les adolescents et les demandes qui leur ont été faites par le mode de vie occidental qui commençait à s'instaurer chez eux. Robert Epstein, en s'intéressant à la transformation des modes de vie sous l'impulsion de l'influence américaine, a lui-même noté ce type de changement conséquent sur les jeunes personnes. Par exemple, les Russes, avec la chute du bloc soviétique et la fin du communisme, ont pris de plein fouet la culture américaine et donc ont été plus que jamais exposés à la culture de l'adolescent américain. Hausse de la consommation de drogue et d'alcool et consommation du tabac à un âge plus jeune. Aussi, en Amérique latine, la télévision s'est répandue à peu près partout avec les films américains. Et ça génère de l'adolescence. Qui plus est, les crises économiques ont mis de côté les jeunes du monde du travail. Ils ont été sans occupation ou obligés d'aller vivre avec d'autres adolescents dans les écoles. L'Inde est le pays qui comptabilise le plus de mineurs de moins de 15 ans au travail. Malgré les conditions parfois très difficiles des tâches qu'ils doivent accomplir, l'adolescence est majoritairement absente dans la plupart des États du pays. Selon le scientifique indien Saraswati, l'adolescence est la fabrication d'une société technologique et industrielle marquée par une discontinuité entre l'enfance et l'âge adulte. Que plus grande est la continuité entre l'enfance et l'âge adulte, plus grande est la possibilité à ce qu'une phase distincte de la vie, appelée adolescence, soit absente. Un professeur en psychologie camerounais, Bamsa Menang, affirme que les psychologues occidentaux ont défini et élaboré le mot adolescence sur base d'un manque de connaissances. Ils ne savaient que très peu de choses des jeunes personnes qui vivaient en dehors de leur culture. C'est ce qui en a mené plus d'un à affirmer que l'adolescence est un phénomène universel. Le concept d'adolescence serait donc, d'après Bamsa Menang, ethnocentré. Et on pourrait peut-être même dire occidentalocentré. Dans les pays subsahariens, l'adolescence n'existe pas. Pas encore. Les jeunes sont préparés à prendre leur place d'adultes dans la société. Les rites autour de la puberté, qui marquent l'entrée dans l'âge adulte, sont très présents dans les cultures de ces pays-là. Et l'âge adulte total n'est atteint que lorsque l'on a fondé une famille. Epstein observe alors que le mariage étant la marque de l'âge adulte dans quasi toutes les sociétés qui ont existé, le repousser revient à reporter à plus tard l'arrivée à l'âge adulte.
Des chercheurs ont aussi noté un détail qui a son importance, et nous l'avions vu. C'est qu'alors que les jeunes personnes qui vivent dans la plupart des cultures traditionnelles sont à l'initiative de leurs activités récréatives, comme organiser les festivités du village ou composer des chansons, la culture adolescente importée par le monde occidental est largement élaborée par des adultes et façonnée selon leurs croyances de ce que doit être l'adolescence. Par chez nous, les adolescents agissent de plus en plus rarement comme un groupe autonome, constructif et socialement significatif. Doit-on s'en étonner ? Ils voient à la télévision des adolescents se comporter comme des enfants irresponsables et se faire traiter comme tels. Forcés à embrasser le mode de vie occidental, ils se retrouvent contrôlés par les adultes plutôt que de faire partie de la vie des adultes. Leur dépendance jusqu'à un âge avancé les incite à s'opposer à leurs aînés qui ne peuvent plus être un modèle pour eux, parce que la distance placée entre les générations est devenue trop importante. Le continuum, cher à Lidloff, est pratiquement absent entre les enfants et les adultes occidentaux. Et malgré que les cultures aux valeurs traditionnelles les plus ancrées se montrent les plus résistantes à l'invasion, nous sommes en train d'étendre cette cassure sur toute la planète et dans tous les villages. Epstein parle de corruption des autres cultures. Avec nos films, nos programmes télévisés, nos lois, nos croyances religieuses, nos écoles et notre conception du mariage tardif, on exporte tout un tas de mécanismes d'allongement de l'enfance bien au-delà de la puberté et on isole les jeunes adultes. On crée une adolescence toujours plus prolongée et turbulente. On crée un fossé entre les générations et des conflits qui n'avaient jamais existé avant. Aujourd'hui, l'adolescence semble une évidence. Livres, articles, revues, magazines, mais aussi ateliers, conférences, séminaires, consultations en pédopsychiatrie, experts de l'adolescence sur les plateaux télé, tout autant de manières d'essayer de venir en aide à ces personnes traversant une crise aussi nécessaire que fatale. Et autant de manières de se dépatouiller pour réussir à vivre au mieux à leur côté. Comme nous avons commencé à le voir dans cette vidéo, Robert Epstein, et comme d'autres l'ont déjà fait, a souligné que différents champs scientifiques tels que l'histoire ou l'anthropologie tendent à montrer que l'adolescence serait plutôt une anomalie historique. Il a montré que l'adolescence n'avait pas d'existence connue avant la période industrielle. C'est dès la fin du 19e siècle, avec l'arrivée de nouvelles lois et pratiques culturelles, qu'elle a émergé. Il a montré que l'adolescence est complètement absente, toujours aujourd'hui, dans plus de 100 cultures à travers le monde. Là où les problèmes des jeunes personnes commencent à apparaître dans divers pays, c'est aussi là où il y a une montée de l'isolement de ces personnes, provoquée par les pratiques éducatives occidentales. Il a ensuite mis le doigt sur la coïncidence entre l'apparition de l'adolescence et l'industrialisation de nos sociétés. Cette adolescence trouvant tout particulièrement son origine dans la mise en place de lois interdisant le travail pour les jeunes et visant à rendre la scolarité progressivement obligatoire. Nous avons ensuite vu que plus récemment, les grosses industries du divertissement des jeunes ont joué le rôle d'accélérateur du phénomène. D'émergence fortement américaine, les valeurs de l'adolescence se sont propagées sur tout le globe. Une tendance qui a bientôt été renforcée par la couverture médiatique mondiale dont a bénéficié cette nouvelle sous-culture. Le tout a été scellé avec l'arrivée de promoteurs de la protection de l'enfance. Des voix de personnalités publiques qui, de par leur considération de plus en plus sentimentale et protectrice à l'égard des jeunes, et malgré les bonnes intentions qui pouvaient animer leur motivation, n'ont eu de cesse que de revendiquer toujours plus de restrictions légales sur la vie des personnes mineures. Et enfin, les travaux d'Epstein nous ont montré qu'il y a un phénomène d'infantilisation encore jamais vu. Les adolescents d'aujourd'hui sont sujets à 10 fois plus de restrictions que ne le sont la plupart des adultes. Et en les traitant bien plus comme des enfants que comme des adultes, on assiste maintenant à une adolescence qui se prolonge parfois bien après 18 ans. Autant d'éléments qui concourent à montrer que les difficultés que l'on observe parmi les adolescents
sont des résultats involontaires induits par un prolongement artificiel de l'enfance. Le message que veut nous transmettre Robert Epstein est clair. Nous infantilisons à outrance et inutilement les jeunes personnes. Ceux que nous appelons adolescents sont en fait capables d'agir comme des adultes dans de nombreux domaines. On approfondira cette question dans une vidéo ultérieure. Et les rapports que nous entretenons avec eux, les rapports infantilisants que nous entretenons avec eux, sont à l'origine d'une multitude de conflits avec les parents et avec les autorités et sont à l'origine de graves conséquences sur la société. Dans la prochaine vidéo, on va poursuivre sur les travaux de Robert Epstein et on va parler du concept de responsabilité. Et par là, on va aussi voir ce qu'on entend quand on parle d'adulte, d'âge adulte. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'est l'adolescence, mais on a très peu parlé de ce qu'est l'âge adulte. Et on va continuer dans l'analyse des comportements qu'on retrouve chez la plupart des adolescents. Sur ce, je vous remercie de votre intérêt tout au long de cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la suite.